Ok, bonjour à tous. Déjà, on a la chance de faire cette conférence dans une superbe salle. C'est vraiment bien. Donc merci pour l'accueil. Je vais commencer tout d'abord par une présentation très rapide de notre agence. Vous n'êtes pas là pour ça, mais au moins savoir un petit peu la jeunesse du projet, pourquoi on en est arrivé jusqu'à cartographier les données Twitch. Donc du coup, Firstlink, c'est une agence, comme le disait Nicolas, de data marketing. Donc on est fondé depuis 2015 à Bordeaux et on a ouvert des bureaux donc en 2019, juste avant le Covid, à l'ouest de Londres. Notre métier à nous, c'est d'extraire des données externes des entreprises, de les visualiser, de les comprendre pour justement en tirer des insights, des leviers pour changer les choses, pour avoir de meilleures stratégies, etc. On est 8 à Bordeaux et 3 en Angleterre. Donc en fait, notre métier, c'est quoi? J'ai une télé là. C'est récupérer de la data sociale, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, que ce soit sur des plateformes, des données institutionnelles, des données des médias, des concurrents, des forums, peu importe, même des avis clients. Et avec notre technologie propriétaire, c'est un petit peu de travailler tout ça avec des algorithmes qu'on a conçus pour en tirer, comme je le disais, des recommandations. Avant d'en arriver là, en fait, quand Nicolas est arrivé, moi je vous le dis tout de suite, je suis pas du tout Twitch, je connaissais pas du tout, de nom, mais c'était pas ma plateforme privilégiée. Moi je suis plutôt sur LinkedIn, sur Twitter, etc., sur Instagram. Et Nicolas arrive au bureau et il me dit « Ah ouais, ça serait bien quand même de pouvoir essayer d'analyser Twitch avec les outils qu'on a à disposition, ce serait dommage quand même de ne pas pouvoir regarder ce qu'on peut faire. » Et je me suis dit pourquoi pas, donc on a testé des petits outils et tout ça, et je me souviens, on n'en a pas parlé avant la présentation, mais la toute première extraction qu'on a faite de Twitch, c'était d'extraire en fait ce que les gens disaient pendant le live sur l'arrivée de BFM TV. Et on a été surpris du résultat et de voir à quel point ça avait été assez négatif en fait, l'arrivée d'un média mainstream sur cette plateforme. Et on avait croisé ça avec d'autres réseaux sociaux et on avait vu à quel point analyser l'opinion et les comportements justement des viewers sur cette plateforme pouvait être vraiment très très intéressante. Donc on s'est dit, il faut aller plus loin. Et là, voilà, on s'est dit on va aller crawler, enfin pas crawler d'ailleurs, Nicolas expliquera ça mieux que moi. En tout cas, on va aller chercher l'information, mais sur le Twitch France. Ouais. Mais Twitch, c'est quoi? Alors je pense que beaucoup d'entre vous savez ce que c'est exactement, mais je vais quand même l'expliquer. Donc ça, ce sont les données du Twitch France, d'accord? On est quand même sur plus de 100 000 chaînes qui diffusent régulièrement, en moyenne par semaine, et à plus de 2 millions presque 3 millions de viewers. Donc c'est quand même quelque chose qui est en train d'exploser. Et on l'a vu pendant le confinement de 2020, notamment en mars, vous le voyez sur la courbe qui est juste là. À partir de mars, on a doublé en fait le nombre de viewers moyens. Donc c'est devenu un petit peu grâce justement au Covid, une plateforme beaucoup plus grand public où les gens ont commencé à s'intéresser à ça. Et on a vu justement des présentateurs de chaînes commencer à arriver, des influenceurs qui n'étaient pas forcément du Twitch qui étaient dessus. Et du coup, on s'est dit, tiens, ça peut être très très intéressant. Alors on s'est dit, nous, notre marque de fabrique chez Firstlink, c'est surtout cartographier. En fait, quand vous commencez à extraire beaucoup de données, et notamment des données comportementales de flux, choisir une data vis qui va répondre justement à l'objectif de comprendre ce qui se passe, pour nous, ce sont les graphes de réseau. Et on s'est dit, voilà, on va lancer un graphe sur Twitch France et on va voir ce qui sort. Et en fait, ça nous a permis de bien comprendre les flux de données, les flux de comportement de viewers et de streamers. Vous allez voir, Nicolas va vous expliquer ça au niveau de la tech qu'on utilise. Mais c'est assez bluffant. En fait, on a été bluffé, on est bluffé à chaque fois. Je ne sais pas si vous nous suivez, certains d'entre vous, sur nos réseaux, mais on a sorti une nouvelle cartographie il y a quelques jours. Et vous allez voir, c'est vraiment très très beau. Enfin, c'est pour ça qu'on fait des graphes en fait. C'est que c'est très très beau. Voilà. Très bien. Maintenant, plus concrètement, pour rentrer dans l'aspect plus technique et à quoi ça ressemble vraiment, vous en avez vu apparaître un moment sur l'écran, à quoi ça ressemble un graphe en réseau de Twitch. Avant de vous expliquer tout ça, je pense que c'est intéressant aussi de parler de comment fonctionne Twitch, parce que c'est quand même une plateforme qui est assez singulière sur les réseaux, qui est assez singulière sur le web. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Twitch, c'est le YouTube en direct. C'est du live. C'est une plateforme de streaming en direct où n'importe qui peut décider de streamer du contenu, c'est-à-dire de le proposer en ligne. Et la particularité qui a fait que aussi Twitch a
très bien fonctionner, c'est le fait qu'on a un chat, là vous le voyez sur le côté, où les gens peuvent converser entre eux, mais aussi avec les vidéastes, et donc avoir une interaction instantanée. Et c'est notamment une des hypothèses par rapport au fait qu'il y a eu une envolée de Twitch pendant le confinement, c'est parce que ça permettait aussi de conserver un lien avec des gens, une discussion qui, bien qu'elle était virtuelle, permettait à des personnes de se retrouver dans l'espace numérique. Plus concrètement, si on veut parler data, et c'est pour ça que vous êtes là, Twitch, c'est une mine d'or au niveau des données, à la fois de par la philosophie de son API, j'y reviendrai, mais aussi par la qualité des données qu'on peut récupérer. Donc parmi les différentes données qu'on a, il y a par exemple le nombre de personnes qui sont connectées à un instant sur la plateforme, il y a les éléments du chat, donc le chat on peut récupérer à la fois les pseudos des personnes, on a du contenu qui est de l'ordre de la sémantique qu'on peut analyser comme en parlait Nathaniel, on a tout plein de petits indicateurs, tout plein de variables qui peuvent nous permettre justement de nous amuser, ça a été c'était un petit peu la démarche au début, c'était de s'amuser avec la plateforme, voir justement jusqu'où on pouvait aller avec la data, avant d'ensuite professionnaliser l'outil. Et nous, ce qui va nous intéresser dans Twitch, ici, ça va être son système d'IRC. Donc IRC, ça va peut-être parler à ceux qui ont fait du dev et qui ont commencé le dev il y a plusieurs années. L'IRC, c'est un des systèmes de messagerie, on va dire, un peu ancestral d'Internet qui permet de converser. Et en fait, Twitch a des éléments dans son architecture qui sont issus des chats IRC. Et donc, le chat que vous pouvez voir dans une vidéo s'appuie sur ce type de techno. Et donc, à partir de cet élément-là structurel, on peut récupérer à un instant T les gens qui sont connectés au salon de chat d'un streamer. Et donc, c'est l'idée que nous, on a eue. On s'est dit, si on peut récupérer pour un certain nombre de streamers, donc de vidéastes, le nombre de personnes qui sont connectées à leur salon de chat, on va pouvoir récupérer là une donnée qui est intéressante. C'est-à-dire que c'est une donnée qui est, on peut avoir l'audience à un instant T d'un vidéaste. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était pas de savoir justement de manière micro qui allait être connecté à quelle chaîne. Nous, comme Nathaniel vous l'a dit, on aime bien analyser par des cartographies, on aime bien mettre en évidence les relations entre les variables. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des graphes en réseau. C'est parce que nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir un viewer donné, un spectateur donné, qui il allait voir comme autre chaîne. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, vous avez la chaîne de Samuel Etienne, qui est un journaliste sur France Télé, mais qui s'est aussi lancé sur la plateforme et qui a un réel succès. Ben moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est de définir des personas et de voir une personne qui va aller regarder Samuel Etienne, est-ce qu'elle va aller regarder ensuite des contenus de foot, des contenus sportifs, comme il peut y avoir sur la plateforme? Est-ce qu'elle va aller voir des contenus gaming, des contenus politiques? Parce qu'aujourd'hui, Twitch, il y a vraiment des contenus très divers. Donc c'est ça qui m'intéressait et c'est ça qu'on est allé voir. Donc, si je devais vous faire un dessin de notre process, alors j'ai oublié ça, c'est juste à quoi ressemble l'API. C'était juste pour vous dire un mot sur le fait que Twitch est un modèle en termes d'API ouverte, c'est-à-dire que vous avez très peu de restrictions sur les extractions. Vous avez évidemment des restrictions d'ordre temporel, vous ne pouvez pas aller récupérer les données à grande vitesse de manière continue, mais l'API est très bien pensée, elle est très souple et elle vous permet vraiment d'aller chercher vos données assez facilement. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point là-dessus, parce que toutes nos données sont extraites de l'API, et donc voici le petit schéma qu'on vous a concocté. À la fin, c'est marqué CVS, mais vous liserez CSV, je vous expliquerai plus en détail. La méthodologie d'extraction qu'on a mis en place, c'était d'analyser le top 100 Twitch FR sur une période de temps donnée. Donc les 100 streamers ou streameuses qui ont le plus d'audience à un instant T. Il faut savoir que ce top 100, sur un mois, là on a publié la cartographie de janvier, et je vous la montrerai tout à l'heure, ça représente plus de 3000 vidéastes différents. Parce qu'en fait, on récupère le top 100 à un instant T, mais ensuite, on fait des pings de l'API tous les quarts d'heure. Donc c'est-à-dire que sur une période d'un mois, on a 3000 vidéastes différents qui passent par le top 100 de Twitch. Et pour chacun de ces vidéastes, à chaque fois qu'on va les pinguer, on va aller récupérer, donc du coup, ce top 100, donc chacun des vidéastes, on a une liste de 100 tous les quarts d'heure, et pour chacun, on va récupérer toutes les personnes connectées au salon IRC, tous les pseudos des gens connectés au salon IRC de ces contenus. Et ensuite, on a donc une base de données qui est assez grande, mais pas si lourde, de viewers qui étaient connectés sur des chaînes de streamers. Et donc ça nous donne justement un grand CSV qui est un grand... En fait, on met ça sous forme de CSV parce que à partir d'un tableau, on peut tout simplement former une matrice assez facilement pour ensuite faire la cartographie. Et donc ensuite, une fois qu'on a récupéré toutes ces données, il faut les traiter pour les mettre en cartographie. Donc pour les traiter, pour les mettre en cartographie, c'est un process en 4 étapes qui est assez classique, assez simple. C'est un premier nettoyage, c'est-à-dire que l'API de Twitch nous donne beaucoup d'informations
Nous, on n'est pas intéressé par toutes les informations. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir juste un identifiant, qui est le pseudo pour nous, et de savoir la personne, elle était connectée à quel salon. On n'a pas besoin ensuite de savoir d'autres informations qu'on pourrait avoir avec l'API. Ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Nous, on veut juste pouvoir en fait, suivre de manière macroscopique les relations que va avoir un viewer avec différentes chaînes. Une fois qu'on les a nettoyées, on uniformise le tout de manière à ce que ce soit prêt à être mis en graphe, parce qu'ensuite, on va essayer de créer une data visualisation. On fait un merge. Tout simplement, on récupère du coup les données des différents streamers qu'on va mettre ensemble dans une même base de données pour créer le graphe. Et puis, on exporte ça dans un fichier de graphe. Une fois qu'on a fait ça, on est encore sur des données qui ne sont pas prêtes à être traitées telles quelles parce qu'il y a beaucoup de bots sur Twitch. Et ces bots sont dus aussi au fait que comme l'API est très ouverte, elle est très souple, elle permet à tout le monde de créer des chatbots, de créer justement des petits bots qu'on va les plugger sur ces chaînes Twitch et pour avoir des fonctionnalités en plus. Et tous ces bots-là ne nous intéressent pas parce qu'ils viennent biaiser la cartographie. Donc il y a un premier nettoyage où on les retire, c'est assez simple. Quand vous voyez qu'une personne a regardé à peu près 4000 heures de stream sur 10 chaînes différentes sur le mois, on se dit que soit c'est une personne qui aime vraiment la plateforme, ou soit on arrive assez facilement à savoir que c'est un bot. Et donc du coup, il y a tout un travail comme ça. Après, il y a tout un travail de nettoyage, de filtrage, parce que ça ne nous intéresse pas non plus d'avoir tous les viewers de la plateforme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir en fait ceux qui ont au moins 2 liens. Parce que comme je vous l'ai dit, les comportements micro des utilisateurs ne nous intéressent pas. Je ne vais pas aller voir une personne en particulier qui allait aller regarder. Ce qui m'intéresse, c'est de voir un individu. S'il a regardé 4 streamers, ce sont qui ces 4 streamers? Parce que ça va me permettre du coup de les rapprocher mécaniquement dans mes cartographies. Donc voilà, il y a toute une partie de pré-traitement qu'on fait en Python sur la base de données. On a toute une méthodologie qu'on fait à chaque fois pour le nettoyer, en sachant que notre nettoyage est plus fort quand on a des plus grosses bases de données et plus léger quand c'est sur une période de temps plus faible. Et donc ensuite, pour conclure, une fois qu'on a bien travaillé tout, qu'on a calculé aussi des indicateurs statistiques qui vont nous intéresser, on envoie ça dans un logiciel open source qui s'appelle Gephi. C'est une des plusieurs solutions qui existent pour créer des graphes. Alors il faut savoir que Gephi va nous permettre justement de construire la cartographie d'un point de vue visuel et de la spatialiser. Mais avant ça, nous, on aura dû définir 2 critères. C'est-à-dire, ces 2 critères, c'est qui sont les nœuds, qui sont les liens dans la cartographie. Et là, on a différents types d'analyses. Nos 2 principales, c'est l'analyse streamer et l'analyse catégorie. C'est-à-dire que dans une analyse streamer, en fait, on va relier les viewers à la chaîne qu'ils étaient en train de regarder. Et ça nous permet d'avoir les cartographies que je vais vous montrer après. Mais on peut aussi relier en fait, les viewers à la catégorie, justement, enfin au jeu qu'ils étaient en train de regarder. Et ça, c'est très précieux pour les marques, Nathaniel vous en parlera, de savoir justement si leur jeu, imaginons vous êtes Rockstar et vous avez lancé GTA, vous voulez nous lancer un nouveau jeu vidéo, mais vous ne savez pas trop quelle audience toucher, bah vous pouvez voir sur Twitch quels sont les jeux vidéo qui gravitent autour de votre audience pour savoir justement où est-ce que vous allez faire vos partenariats, quels vont être les streamers qui vont être intéressants, etc. Donc là, ce que je vais vous montrer, du coup, c'est pour une analyse streamer. On va essayer de mettre en avant quels sont les vidéastes les plus influents, quelles sont les communautés de vidéastes qu'il y a sur la plateforme. Et donc là, on passe par Gephi, comme je vous disais. Donc ça ressemble grosso modo à ça. Gephi est un logiciel pour construire des graphes qui est très intéressant, mais dans notre cas, il atteint ses limites en termes de volume de données à ingérer. Il faut savoir que Gephi, il aime bien en général ne pas dépasser les 300 000 points dans un graphe. Nous, on est sur 2,5 millions en moyenne. Donc on est sur un logiciel qui commence à tirer un peu la langue, mais qui offre une qualité dans le traitement des graphes et dans la spatialisation et dans la visualisation qui est précieuse pour nous. Donc c'est pour ça qu'on fait un maximum du traitement en Python avant et on donne juste la dernière partie à faire à Gephi, c'est-à-dire une spatialisation en force atlas, donc avec un système de répulsion de force qui permet de placer les points dans le plan et ensuite l'export en PNG. On m'a souvent dit pourquoi tu n'extresses pas en SVG, ça nous permettrait d'aller zoomer à fond. C'est simple, jusqu'à présent, tous nos essais d'exporter en SVG ont soit donné des fichiers corrompus de par leur taille, ou soit quand on a réussi à en sortir un, ils étaient illisibles dans les logiciels de base parce qu'il y avait trop de points dedans, et donc du coup il fallait vraiment une machine très puissante pour les faire tourner. Alors que pour les PNG, on a trouvé une solution qui s'appelle EasyZoom, où on peut envoyer des images en gigapixels, parce qu'une image comme ça fait grosso modo 1 gigapixel, et donc elle est très grande, c'est 45 000 par 45 000 pixels, en gros, un peu plus. Et donc du coup, quand on a une image comme ça, on peut la mettre en très haute résolution, et ça fait, vous avez sûrement vu cette image, je crois que c'était à Hong Kong ou à Shanghai, d'une personne qui a pris une photo en gigapixels du haut d'un bâtiment, et vous pouvez zoomer jusqu'à la rue,
Nous, c'est un petit peu ça. On peut zoomer dans les cartographies avec beaucoup de profondeur. Et au final, tadam, ça donne ce genre de data visualisation. Ça donne ces nuages de couleurs. Donc à partir de ça, là ici, ce que je vous montre, à gauche, c'est la toute première cartographie Twitch qu'on a réalisée. Donc du coup, c'est sur le mois de mai. Je crois que c'est la dernière semaine du mois de mai 2021 qui est représentée ici. Souvent, quand j'explique ce que c'est, j'explique que c'est une capture, c'est une photographie de Twitch, des flux d'audience sur Twitch sur une période de temps donnée. Ici, à gauche, c'est une semaine. Et à droite, c'est un mois. Là, vous avez du coup la dernière cartographie à droite que j'ai réalisée, qui est la cartographie du mois de janvier. Là, le mois janvier 2022. Donc voici en gros les flux de communauté qu'il y a eu sur la plateforme sur le mois de janvier sur Twitch en France. On peut aussi la découper en fonction du temps, on peut faire tout type de filtre. L'avantage, c'est que comme on a accès à toutes les données à la main, on peut aller faire tous les découpages qu'on veut. Là, vous allez peut-être me demander, maintenant, c'est joli, enfin moi je trouve que c'est joli, mais comment on fait pour justement tirer du savoir de ça? Comment on fait justement pour interpréter ça, pour avoir des insights? Au-delà de l'aspect visuel qui est vraiment sympa, comment on peut s'en servir comme d'un réel outil? Et donc, Nathaniel reviendra plus en détail après dessus, mais si pour vous donner 2-3 pistes de lecture avant de continuer. En fait, la spatialisation va mettre en évidence les points les plus reliés entre eux. Il faut imaginer que c'est comme si vous aviez plein de billes reliées les unes aux autres par des ressorts. Et donc, du coup, plus les billes vont être reliées les unes aux autres, plus elles vont être proches. Et il faut savoir qu'ici, du coup, avec un algorithme de modularité, on a aussi fait du clustering sur la cartographie. Donc, à la fois la couleur et à la fois le positionnement des points sur la carte nous permettent de mettre en évidence des tendances de communauté, des jeux de communauté. Et ce qui nous a beaucoup surpris quand on a sorti ces premières cartographies et qu'on les a partagées et que la communauté Twitch sur Twitter s'en est emparée, l'a partagée, on a discuté, c'est à quel point on a réussi à retracer assez finement ce qui était de l'ordre de l'immatériel, ce qui était de l'ordre du ressenti en fait. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément issus du milieu de la data qui m'ont dit mais cette cartographie elle est incroyable parce qu'elle arrive justement à mettre en image des proximités entre des gens, des proximités entre des streamers, des proximités entre des contenus que l'on n'apprend pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui suit Twitch depuis des années n'est pas surpris par le résultat, mais il est surpris que ce soit justement un algorithme, que ce soit une data visualisation qui soit capable justement de retracer ça sur un visuel. Et donc là, par exemple, si on peut repasser à celle d'avant, ou si c'est juste encore celle d'avant, là, pour vous donner des petites clés de lecture, ce que vous voyez, je parlais de celle de gauche qui est la première, là, ce que vous voyez avec des couleurs, par exemple, les streamers FIFA et les streamers de jeux de foot, et qui aussi sont des commentateurs de l'actualité sportive, sont dans la petite communauté saumon qu'on a en bas à gauche. Et tout ça, ce ne sont que des vidéastes qui jouent au jeu FIFA, par exemple. Ce que vous avez en rose tout en haut, c'est Fortnite. Et juste à côté, en jaune, c'est Call of Duty avec Warzone. Donc on est capable de retrouver déjà des communautés qui sont fédérées autour de jeux, qui sont fédérées autour de contenus, mais on a aussi des communautés qui sont fédérées autour de groupes d'amis, autour de featuring aussi, autour d'éléments beaucoup moins tangibles que des catégories de contenu. Par exemple, en orange, vous avez tout ce qu'on appelle la communauté multigaming. Elle n'a pas forcément de jeu qui va permettre de les identifier. On ne peut pas dire que ces gens-là jouent à un jeu en particulier, mais on sait que ce sont des streamers qui sont proches, qui ont des contenus qui sont plus ou moins proches. Ce sont aussi souvent des streamers qui vont faire des contenus ensemble. Et donc ça, c'est aussi un deuxième critère qui nous permet de détecter les communautés sur ce genre d'images. Et ça peut aller encore plus loin aussi quand on fait des cartographies centrées autour d'événements, comme ces deux-là. Ici, on a une cartographie à gauche qui est une data visualisation pendant l'événement de la ZLAN, qui est un tournoi qui a lieu en ligne, un tournoi de jeux vidéo d'e-sport, qui est organisé justement sur Twitch et où les plus grands streamers en France viennent participer et tout est retransmis sur Twitch. Et c'est un événement majeur de la plateforme. Et donc du coup, quand on cartographie juste sur le week-end où il y a cet événement majeur, on voit à quel point la cartographie elle est rétractée sur elle-même, à quel point elle est déformée, parce que justement les audiences ne vont plus regarder leurs streamers qu'ils ont l'habitude de regarder, mais ils vont aller regarder justement les événements. Et là, c'est pour ça qu'on voit un Zerator, qui est l'organisateur de l'événement, qui retransmet l'événement sur sa chaîne, devenir aussi grand. Mais on voit aussi en dessous, à l'endroit où c'est beaucoup moins compact, toutes les communautés qui, elles, ne participent pas à l'événement. Et donc du coup, on revoit ressortir Call of Duty, Fortnite, FIFA, qui sont des communautés en fait indépendantes, qui ne suivent pas forcément les événements. Et si on zoome en plus sur la partie du haut des participants au tournoi, on peut reconstituer les équipes en fonction des flux d'audience des différents viewers qui justement allaient d'un membre de l'équipe à l'autre. Donc voilà, ça se plie beaucoup à l'événementiel.
À droite, vous avez une cartographie du Z-Event. Vous en avez peut-être entendu parler, cet événement caritatif sur Twitch qui lève des millions d'euros tous les ans. Cette année, ils ont passé leur record. Ils ont levé 10 millions d'euros c'est pour Action contre la faim, je crois. Donc, c'est un grands événements caritatifs qu'on a sur la plateforme où ils arrivent à vraiment mobiliser plein de monde et à avoir beaucoup d'argent pour les associations. Et bien là, on voit que la carte se reconfigure en fonction de l'événement. Et ce qui était assez drôle sur celle-là, c'est qu'avec la cartographie, on était capable de refaire un peu le plan de table qu'il y a eu pendant l'événement. C'est-à-dire que les streamers qui étaient physiquement les uns à côté des autres dans la salle ont été amenés à faire des streams ensemble, à faire des jeux ensemble. Et donc du coup, ça se ressent dans la cartographie où des points qui sont d'habitude côte à côte ici sont éloignés et d'autres qui d'habitude sont éloignés sont côte à côte parce qu'ils ont partagé les flux d'audience, ils ont partagé leurs viewers. Et donc la cartographie est une représentation de cette actualité-là. Donc voilà, je pourrais en parler pendant des heures, je vais peut-être laisser Nathaniel reprendre le flambeau, mais on est sur un outil qui nous permet justement d'avoir une représentation des relations sociales sur une plateforme. Et surtout, ce qui est très intéressant, à mon avis, sur la cartographie, c'est à quel point justement on peut mettre cette notion de relation en avant et cette notion d'interaction et de flux de communauté et de communautaire. Merci Nicolas. Ouais, c'est vrai que c'est toujours bluffant quand on les regarde, ces cartographies, parce qu'elles expriment tellement d'informations et tellement de choses. Et puis en plus, c'est joli. On a d'ailleurs commandé une pour nos bureaux. Donc ça, voilà, c'est vraiment très sympa. Mais alors concrètement, c'est bien, on a vu toute la partie technique, on sait comment construire, mais à quoi ça sert exactement? Alors pour une marque, pour un streamer, pour une organisation, peu importe. Vous avez plusieurs types en fait de cartographie qu'on peut faire. Nicolas en a déjà parlé, donc là notamment sur les streamers, qui permettent de comprendre en fait des tissus communautaires, d'identifier donc les influenceurs certes, mais aussi de voir où les viewers vont tout au long de la journée ou tout au long d'une semaine pour essayer de les tracer tout simplement. Donc imaginez une marque qui a envie de toucher par exemple un streamer parce qu'il appartient à une communauté en particulier. On va être capable de voir quelle est l'audience et où est-ce qu'elle circule. Donc la marque va pouvoir suivre en fait cette audience-là et toucher beaucoup plus de monde et élargir en fait ses parts de voix sur cette plateforme. On peut faire exactement la même chose sur les catégories et les jeux. Donc essayer de voir justement des communautés de jeux qui sont identifiées et de voir si vous avez des gens qui jouent à par exemple Fortnite et qui se baladent après sur Warzone. Donc vous pouvez justement suivre ces viewers-là et pour savoir quel est le contenu en fait qu'ils ont envie d'écouter. Donc on peut aller jusqu'à ce niveau d'analyse-là. On a aussi les scopes temporels, donc Nicolas vous en a montré sur toute une semaine, mais imaginez, comme il a dit, sur un événement, vous êtes capable de voir, pareil, quels sont les leaders d'opinion sur lesquels on va pouvoir justement mettre en place des stratégies de partenariat, etc., etc., pour préparer, analyser des retombées aussi d'événements, pour justement identifier si oui ou non on a utilisé les bonnes, en tout cas les bons leviers, pour après optimiser les nouvelles stratégies. Et là où c'est assez fou, par rapport aux données que nous fournit Twitch, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on est capable de voir des similarités entre des communautés. C'est-à-dire que si vous avez envie à un moment donné, si vous avez envie, à un moment donné de travailler avec un streamer et que vous voyez qu'en fait vous aviez envie de travailler avec un autre, vous voyez qu'ils ont une similarité de communauté qui est énorme, vous n'avez pas besoin forcément de travailler avec le deuxième, puisque le premier possède 3/4 de la communauté du suivant. Donc vous pouvez justement cibler des communautés et toucher beaucoup plus de streamers et du coup une audience beaucoup plus large grâce aux données qu'on nous fournit avec Twitch et d'avoir une meilleure précision sur les campagnes marketing que vous pouvez faire. Enfin je dis c'est comme si vous aviez envie d'en faire, mais c'est pour dire en gros c'est intéressant. Si je peux illustrer, pour ceux qui ne sont pas trop Twitch, l'équivalent, c'est de se dire on est capable de parcourir pendant une journée tous les programmes télé du PAF et de savoir qui sont les gens qui ont migré par exemple de TF1 sur France 2, quel programme, à quelle heure de la journée, et de les suivre du matin jusqu'au soir. Donc ça peut faire assez peur et de se dire mais en fait c'est du tracking. Oui et non, puisqu'on ne sait pas qui sont les gens, ce sont des pseudos. Mais en tout cas, on est capable de voir justement ces flux d'audience à travers plein de chaînes de télévision et d'émissions. Donc c'est plutôt intéressant. La théorie des graphes, elle ne s'applique pas qu'à Twitch, vous l'avez compris, elle s'applique à plein d'autres plateformes. Et là, vous avez 3 exemples. Donc on peut justement regarder des débats politiques sur Twitter, en analyse d'hashtag par exemple, en analyse sémantique, ou alors carrément en analyse justement de leaders d'opinion, avec des mentions. On peut aussi travailler sur YouTube.
notamment, et de voir justement le système de recommandation de l'algorithme de YouTube avec les bulles de filtre. Là, je vous inviterai également à aller voir un petit peu nos réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où Nicolas avait été invité sur le plateau de Underscore, qui est justement une chaîne YouTube qui explique pas mal de choses sur la tech, qui invite pas mal de monde. Et justement, tu avais expliqué comment fonctionnait l'algorithme de Twitch avec Cyrus North, je crois, c'est ça ? Oui, l'algorithme YouTube, pardon. Et voilà, je vous invite vraiment à aller voir ça, c'est passionnant et on comprend mieux comment ça fonctionne et pourquoi vous avez déjà des fois des suggestions un peu bizarres, mais tout simplement parce que l'algorithme est fait comme ça. Et on peut aussi cartographier le web entier, donc sur une thématique, sur un marché, peu importe, de savoir comment les gens communiquent sur un sujet, mais également qui communique sur ce sujet, et à qui il est lié et pourquoi. Voilà, merci beaucoup. C'est bon. Merci pour la présentation. Alors, avec les quelques secondes, n'hésitez pas à poser des questions à distance si vous en avez. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions dans la salle? Non. Bon, moi, je peux faire un commentaire quand même parce que ça m'a bien intéressé. Bien que c'est la magie de Dataquitaine, ça n'avait rien à voir avec les aspects méthodologiques des deux présentations précédentes. On est plutôt là sur la data visualisation des réseaux de neurones, enfin des réseaux. J'avais noté un premier truc, hein, j'avais l'impression que c'est du offline parce qu'on attrapait des données et puis on les formatait pour les donner en graphe. Finalement, j'ai l'impression que finalement c'est suffisamment puissant et flexible pour faire des choses plutôt dynamiques avec des mesures d'évolution, ou est-ce que c'est juste tous les jours ou tous les mois en mesure, quitte à ce qu'éventuellement les couleurs changent d'une communauté à une autre? Je ne sais pas en fait. Est-ce que tu peux alors en fait, on s'est rendu compte à force d'en réaliser que d'un point de vue macroscopique, les cartographies sont assez stables. D'ailleurs, je vous en ai montré une de mai dernier et une de janvier, là, il y a 10 jours. Et on voit qu'en termes de structure, au final, on n'est pas sur quelque chose qui a totalement changé. Alors c'est sûr que quand on est sur un Z-Event, sur une Z-LAN, donc sur un événement qui est très précis, là oui, ça va bouger. Mais en fait, de manière assez macroscopique, et c'est assez logique, les gens qui aiment bien un type de contenu, au fil du temps, restent sur ce type de contenu et les communautés sont assez fixes. Après, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va passer sur une vision un peu plus microscopique et qu'on va aller zoomer au niveau des créateurs de contenu. Parce qu'en fait, les communautés ont beau être stables, elles vivent. Et là où dans la communauté Orange, par exemple ici, des fois on va avoir cette communauté qui sera toujours présente, mais avec certains streamers qui seront mis en avant. Sur une autre partie de l'année, ça peut en être d'autres qui ont été plus en avant parce que leur agenda faisait qu'ils avaient plus d'événements et ils avaient plus d'audience. Et c'est quelque chose qui, ça, pour le coup, est assez organique et vit suffisamment. Donc c'est intéressant de faire des analyses justement des variations parce que ça nous permet au final de suivre sans le voir l'actualité des différents streamers. Donc voilà, d'un point de vue macro, c'est très stable. D'un point de vue micro, c'est plutôt ça vit, ça bouge, ça dépend beaucoup de l'actualité. Il faut savoir que les communautés peut-être les plus stables sont celles qui sont autour des jeux. Parce que pour le coup, là, il y a vraiment un marqueur de contenu qui est fort. Et donc, par exemple, la communauté Fortnite, la communauté Warzone, la communauté FIFA, elle ne bouge pas. Parce qu'en fait, elles suivent l'actualité du jeu. Juste la communauté FIFA disparaît l'été, parce que c'est la fin de la saison. Donc, plus personne joue au jeu en juin, juillet, août. Et puis en septembre, le nouveau jeu ressort. Et là, ça y est, c'est reparti. Et donc là, il y a ce cycle de vie, mais qui est très indépendant de l'actualité de la plateforme au global. Ok, je comprends. Antoine, il y a peut-être une question au fond là-bas, le temps que le micro arrive. Le top 100 français, c'est ça? Français, c'est ça. Est-ce que c'est une limite? Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin? Est-ce qu'on peut faire du monde ou... Techniquement, si on s'embêtait, on pourrait prendre tout Twitch. Ce serait pas un souci. Nous, on a décidé, pour une raison méthodologique au début, de partir sur le top 100. Donc le top 100 qui représente en général 2000 à 3500 personnes, vu que c'est tournant. Des streamers, c'est ça, hein? Des streamers, ouais, des streamers. Sur 100 et quelques mille? Il y en a plus de 100 000, mais il faut savoir que 98% des streamers font moins de 2 vues. En fait. Donc c'est un peu une loi de Pareto, il y a énormément de streamers, mais il y en a très peu qui concentrent beaucoup de vues. C'est-à-dire que souvent, il y a eu un article du Monde qui en a parlé, qui était très intéressant, qui faisait une enquête justement sur qui sont ces petits streamers qui ont 2 personnes qui les suivent, une personne, et c'est assez touchant, parce qu'il y a toujours un peu ce rêve de je veux devenir streamer et donc du coup je vais me lancer,
mais ça prend pas toujours, c'est souvent un concours de circonstances. Et donc du coup, voilà. Mais pour revenir sur la question de base, on a déjà fait des tests sur Twitch Monde, Twitch. Alors on travaille en langue, donc anglophone, hispanophone, etc. On est en train de travailler pour les rendre parce qu'on est sur des ordres de grandeur qui sont grosso modo 7 à 8 fois plus grandes. C'est-à-dire qu'à la fin, on a des datasets qui sont vraiment quasiment 10 fois plus grands. Donc on est en train de travailler dessus, c'est en projet, mais on peut très bien analyser toutes les langues au final sur la plateforme. Il y a une question au fond de la salle? Oui, du coup déjà merci pour la présentation. Si j'ai bien compris, les nœuds représentent, notamment sur le graphe de gauche, des streamers. Et à chaque fois que j'ai un lien entre un streamer et un autre, c'est que j'ai partagé des visiteurs uniques sur le chat. Alors c'est encore plus que ça, c'est qu'un nœud représente une chaîne Twitch, que ce soit un streamer ou un viewer. Donc Oui. là c'est ce qui est dommage du fait d'être sur un PowerPoint, et on s'est fait la réflexion tout à l'heure, j'ai oublié de mettre une photo très zoomée, mais en fait là si vous zoomez très en profondeur, vous voyez des tout petits points qui sont les viewers. Et donc à partir de ça, c'est pour ça qu'ici on a 2 millions grosso modo de points sur ce type de cartographie, parce qu'en fait ce qu'on voit c'est les 2000 et quelques streamers, mais ce qui permet de faire le tissu, de faire la maille de la cartographie, ce sont tous ces petits viewers. Et d'ailleurs si tu vas sur je le récupère, en fait on peut les voir si on passe sur ce type de cartographie, parce que comme c'est des cartographies sur des événements, elles sont tellement denses que vous voyez là les petites traînées blanches là qu'il y a autour de Zerator ou qu'il y a en dessous là, entre Inoxtag, Michou, le Bouzeux. En fait, ça, ce sont des viewers qui sont tellement condensés sur un espace restreint que le blanc de leur pseudo finit par recouvrir au final toute la surface. Et donc voilà, là on peut les voir. C'est pour ça que ça fait ces espèces de spirales autour des points. C'est que ce sont des gens qui ont, par exemple pour Inoxtag et Michou, ce sont des gens qui ont particulièrement regardé ces streamers-là et qui du coup sont tassés tous les uns à côté des autres. D'accord. Du coup, l'importance d'un nœud dans le graphe, c'est le nombre de liens qu'il a avec l'ensemble des autres. C'est ça, c'est le degré entrant. Donc c'est d'un point de vue de l'analyse, plus un nœud va être grand et plus il y aura de personnes uniques qui seront passées sur la chaîne. Donc plus il y aura de points qui seront attachés au nœud. Et donc voilà, c'est ce qui nous permet d'avoir ça. Donc on aurait pu en choisir d'autres. C'est-à-dire qu'on peut mettre le watch time par exemple, qui serait un degré entrant pondéré, qui nous permettrait de mettre le watch time en évidence. On a tout plein d'indicateurs, mais on s'est dit que mettre le nombre de personnes uniques qui passent sur la chaîne, c'était assez intéressant. Et puis on n'a pas énormément de changements avec un watch time, par exemple. D'accord. Et du coup, dernière question, étant donné que vous avez cette matrice qui est du coup connexe, est-ce que vous avez déjà envisagé de faire des méthodes d'apprentissage sur cette matrice? Ouais, on y a réfléchi. On est en train de... Alors, à la fois, nous, on a déjà commencé à entraîner... à travailler un petit peu sur les données. On est à la fois aussi en contact avec des mathématiciens qui nous aident à développer des modèles spécifiques à ce type de données qui sont assez particulières. On est en train de voir par exemple si on ne peut pas calculer un indicateur de rétention des viewers sur une chaîne. Là, d'un point de vue marketing et d'un point de vue d'influence, ce serait hyper intéressant de savoir que ce streamer-là a un taux de rétention assez fort, donc les viewers qui viennent ont tendance à rester, et donc ça, plutôt que de faire juste des calculs assez simples, on est en train de voir justement pour mettre en place des modèles, mais c'est une techno qui est assez récente, on est justement en train d'essayer de voir les possibilités, jusqu'où on peut aller la pousser, justement au-delà de la visualisation, comme Nathaniel en a parlé, on fait aussi du traitement statistique à plat pour justement faire ressortir des insights. Bon, merci. On est obligé de s'arrêter là, je suis désolé. J'avais juste une dernière question, Vincent, c'est Antoine. Ah, pardon. Je suis surpris par la quantité de données que vous êtes capable de capter. Donc c'est à travers l'API, si j'ai bien compris. C'est ça. Et je suis très surpris parce que, enfin, je vais creuser la question, mais vous savez mieux que moi que Twitch a été racheté par Amazon. Donc je me pose des questions sur la destination de ces données aussi. Alors justement, en fait, Twitch, on travaille sur beaucoup de réseaux sociaux, et par exemple, juste pour en comparaison, Twitter à côté est beaucoup plus restreint. Je ne vous parle même pas de LinkedIn qui a tout verrouillé. On a beaucoup de plateformes qui bloquent leurs API. Ici, les restrictions, on a l'impression qu'elles sont plus d'ordre technique au final, pour ne pas submerger les serveurs, mais on a accès à beaucoup de données. Ma justification à ça, ce serait de dire que, en fait, c'est nécessaire aussi pour la plateforme. Elle a toujours fonctionné avec ce système de, justement, les gens codent des chatbots, elle est très communautaire, et en plus, il y a une blague en ce moment de dire que Twitch est open source, vu qu'ils se sont fait ouvrir leur code et qu'il a fini sur tout Internet suite à une faille de sécurité, donc on a envie de dire maintenant on sait même comment ça fonctionne de l'intérieur. Mais Twitch a toujours été dans une dynamique justement de données ouvertes, et je pense que même si ça appartient à Amazon au final,
ils n'ont pas voulu restreindre ça parce qu'il y a beaucoup du fonctionnement de la plateforme qui s'appuie sur ces dynamiques-là. Après, on n'est jamais à l'abri que du jour au lendemain, ils mettent le fameux verrou et qu'on soit restreint, mais jusqu'à présent, ce n'est pas à l'ordre du jour. Au contraire, il y a même des études scientifiques faites en partenariat avec Twitch sur le traitement du big data pour mieux comprendre les phénomènes d'influence. Ok, je ne perturbe pas plus. Tu as perdu un peu, mais... Parce qu'après, il y a un cadre quand même réglementaire qui existe. C'est pas si simple que ça, quoi. Oui. Après, oui, de toute façon, il y a un traitement et un recyclage des données qui se fait au-delà des CGU de Twitch, en effet. Ok, je m'arrête. Merci Antoine. Bon, alors sans plus attendre, merci beaucoup. On va...